Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Le président de la République était en déplacement hier à Valenciennes. Il a demandé aux entreprises de renforcer le télétravail pour évidemment limiter la circulation du virus. Il faut s'y mettre, vous dit le président. Vous lui répondez quoi? Finalement, il faut s'y mettre, François Asselin. Ah bien sûr, oui, mais c'est d'écouter depuis un an, je pense très sincèrement que les entreprises s'y sont mises et finalement d'une façon plutôt sereine. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement demande aux entreprises d'en faire plus? Parce qu'il faut effectivement rappeler que pour arrêter l'évolution de la pandémie, eh bien, le télétravail est un des moyens efficaces pour éviter la propagation dans le milieu de l'entreprise. Et tout ce qui peut être télétravaillable, eh bien, il faut le rendre télétravaillable. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Si c'était le cas, pourquoi est-ce que le gouvernement en remettrait une louche? Écoutez, les entreprises eh bien, sont des acteurs de la vie comme tous les citoyens, c'est-à-dire qu'on a parfois besoin de se retrouver, de faire équipe. L'être humain est un être social et toujours travailler à distance. Il y a un article très intéressant, par exemple, aujourd'hui dans le Figaro, où la journaliste dit que les cas de burn-out et les cas de vraiment psychologiques chez les salariés ont doublé en un an. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, de rencontrer du monde. Les entreprises ont mis en place... Oui, mais là, pendant un mois, il faut freiner encore une fois. Eh bien, on est bien d'accord, c'est pour ça, de la pandémie. C'est pour ça que, croyez-moi bien... Il y a des marges pour en faire plus, pour que les TPE, les PME en fassent plus. On a toujours un petit peu de marge pour en faire un peu plus, mais force est de constater qu'à un moment, vous arrivez aux limites de l'exercice. On y est. Et que... Je ne sais pas si on y est, parce que c'est vrai dans une entreprise, c'est moins vrai dans une autre. Et puis, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les premières victimes sont quand même les salariés au bout d'un moment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux dans la manière de télétravailler. Certains ont un environnement vie personnelle qui est beaucoup plus favorable que d'autres. Et ça, il faut le comprendre. Alors maintenant, il faut bien évidemment faire en sorte de renforcer ces mesures de télétravail, mais nous ne pensons pas, et nous avons tout de suite là-dessus communiqué à la CPME, qu'en rajoutant de la paperasse, eh bien, on va régler le problème, puisque dans ce nouveau protocole, on demande aux entreprises, quelle que soit leur taille, de faire un plan d'action pour le télétravail en cas de visite de l'inspection du travail. Voilà, on va en parler de ça. Juste un petit mot, parce que sur la question de ça, combien on se contamine et comment surtout en entreprise. Et on a Jean Castex, Premier ministre, qui nous dit 29%, vous vous rappelez, c'était pendant la conférence de presse, 29% des personnes qui sont testées positives ont été contaminées sur le lieu de travail. Aujourd'hui, ce matin, Roux de Bézieux, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, qui dit non, c'est faux, c'est archi faux, c'est 2 fois moins que ça. Oui, écoutez, c'est parole contre parole. Ce qu'on a fait quand on a écouté le Premier ministre la semaine dernière, nous sommes allés regarder... L'Institut Pasteur. Nous sommes allés regarder l'étude de l'Institut Pasteur. Et là, il n'a pas inventé ce chiffre, le Premier ministre. Écoutez, il y a eu 2 études. Dans la première étude, effectivement, on parlait de ce chiffre de 29% de contamination probable, je dis bien probable, en entreprise. Première étude qui date de quand? Alors, c'était le premier confinement. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà presque un an maintenant. Okay. Et donc, dans la dernière étude, ce qui est dit, c'est que sur 45% des personnes contaminées, 15% d'entre elles disent finalement, on l'a attrapé sur notre lieu de travail. Alors, tout ça, c'est déclaratif, c'est difficile de le prouver, mais on est très loin, entre guillemets, des 29%. On est plutôt à la moitié des 30%. Et puis, deuxièmement, lorsqu'on regarde les lieux potentiels de contamination, ce sont les lieux sociaux. Ce sont les réfectoires d'entreprise, ça peut être les vestiaires, où on s'habille, on se déshabille. Donc, ce sont les lieux où on va se croiser. Quand il s'agit des postes de travail, vous savez, maintenant, tout ce qui est open space, bien évidemment, les règles de distanciation ont été très élargies. Et puis, c'est là où, effectivement, on arrive à faire du télétravail avec toutes les difficultés que ça pose. Mais, donc, le chiffre du Premier ministre est faux? Le chiffre du Premier ministre, en tout cas, il n'est pas actualisé. Ça, c'est clair. Bon. Ce nouveau protocole que vous évoquez, François Asselin, sanitaire dans les entreprises, des départements confinés, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous convient et ne vous convient pas? Vous savez, déjà, on a vraiment l'impression parfois que le commerce de proximité, c'est la victime expiatoire de cette pandémie. Parce qu'on n'a pas relevé, là encore, de clusters massifs. On en parlera après, ça, des commerces, pour le coup. Je parle en entreprise. Alors, en entreprise... Pas dans les commerces, on parlera après des commerces. Dans l'entreprise, vous savez, une entreprise, quand elle sait qu'elle est dans un département qui va être confiné, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Parce que d'un seul coup, sa vie de tous les jours va se retrouver compliquée, une fois de plus. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on regarde
ce qu'on peut faire pour améliorer effectivement, par exemple, le télétravail. On revisite. Oui, mais qu'est-ce qui dit le protocole sanitaire de nouveau par rapport à l'existant? Alors, le protocole sanitaire va spécifier Il les a été mesures à envoyé prendre. lundi soir. Il a été envoyé lundi soir et il spécifie les règles sanitaires dans les lieux de restauration collective au sein des... Le changement, il est surtout là? Alors, le changement, il est C'est surtout 2 mètres, là. 2 mètres quand on mange Alors, avec un collègue. il faut réserver 8 mètres carrés par personne dans les locaux de restauration collective et puis 2 mètres d'espace. Sans être face à face. Sans être face à face. Alors évidemment, ça rend un peu plus compliqué l'espace de restauration des entreprises. Vous savez qu'on peut déjà, il y a eu un décret pour pouvoir le permettre, déjeuner sur son poste de travail. Là aussi, il faut avoir un espace de 8 mètres carrés autour de soi. Et puis, écoutez, les beaux jours reviennent, donc certains vont déjeuner à l'extérieur de l'entreprise, en extérieur, vont pique-niquer, d'autres déjeunent dans leur voiture. C'est pas très confortable, mais on essaye de tout simplement faire des efforts pour éviter de propager l'épidémie au sein de l'entreprise. C'est confortable pour personne. Les 8 mètres carrés par salarié, d'espace par salarié, c'est compliqué ou pas? C'est ce que disait le patron du MEDEF ce matin, c'est compliqué pour les entreprises? Tout dépend de la configuration de vos locaux, bien évidemment. Plus vos locaux sont vastes et moins il y a de monde, c'est tellement idiot ce que je viens de dire, c'est tellement simple que, évidemment, suivant la configuration, c'est plus ou moins facile. En attendant, les règles, elles sont ce qu'elles sont. Il faut bien évidemment les appliquer, on n'a pas trop le choix, en espérant que la vaccination progresser le plus rapidement possible pour nous sortir de cette ornière. Est-ce que désormais, je ne suis pas spécialiste, c'est à l'employeur de justifier la présence sur site de ses salariés? Alors déjà... C'était déjà le cas avant? Alors c'était déjà le cas. C'est-à-dire que l'employeur, en matière de santé et sécurité, doit la protection de ses salariés. Oui. Donc pandémie ou pas pandémie, cette règle, elle est dans le Code du travail, c'est ainsi. Donc à partir du moment où vous devez assurer la santé et sécurité de vos salariés, eh bien, soit vous êtes en capacité de les faire travailler sur place parce que ce n'est pas télétravaillable avec les normes sanitaires imposées, soit vous n'êtes pas en capacité de le faire, et là, il faut bien évidemment externaliser le travail du salarié ou des salariés avec le télétravail. Ce n'est pas toujours évident. Vous avez cette règle de 1 jour par semaine, on peut revenir à l'entreprise. Donc beaucoup d'entreprises ont organisé un roulement. Et puis vous avez des métiers qui ne peuvent pas se pratiquer à distance. On ne pétrit pas du pain à distance, on ne va pas sur un chantier à partir de chez soi. Enfin, on ne travaille pas sur un chantier à partir de chez soi. Donc 40% des postes de mémoire, je crois, sont télétravaillables. Oui, alors ça concerne... Et la question, c'est sur ces 40%, combien le sont aujourd'hui? Oui, alors, réellement, factuellement. Factuellement, si vous voulez, c'est très compliqué à le savoir. Pourquoi? Parce que suivant l'organisation de l'entreprise, c'est possible ou pas. Vous avez par exemple des entreprises qui n'ont pas par exemple de VPN, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire excusez-moi, c'est-à-dire que d'avoir des sessions ouvertes à distance du poste de travail. À partir du moment où vous ne pouvez pas accéder de chez vous à votre serveur d'entreprise, malheureusement, le télétravail, d'un seul coup, il va se retrouver quasiment impossible. Donc ça veut dire qu'il a fallu que beaucoup d'entreprises s'organisent. Tout ça, ce n'est pas gratuit, ça coûte beaucoup d'argent, ça met du temps à s'implanter, c'est de la formation avec laquelle il faut accompagner les salariés. Et donc, dans beaucoup de petites entreprises, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais globalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Je veux dire qu'il y a eu vraiment du dialogue social vraiment direct, continu, avec les salariés, avec les employeurs, pour voir comment on pouvait organiser la vie de l'entreprise. Bon, donc en gros, dans les cantines, maintenant, ça va être compliqué. C'était déjà compliqué, là c'est encore plus compliqué, oui. Donc il va falloir, là encore, prendre son mal en patience en attendant que nous soyons rapidement et largement vaccinés. Ouais. Vous confirmez, François Asselin, 90 000 commerces fermés administrativement aujourd'hui en France? On est sur ce chiffre-là ou pas? Oui. Alors, on est sur ce chiffre-là sur les zones sur les zones concernées, donc sur les 16 départements. Vous rajoutez à peu près 20 000 commerces dans les centres commerciaux auxquels il faut rajouter, qui étaient, vous savez, les centres commerciaux de plus de 20 000 m², qui, eux, sont toujours soumis à fermeture. Donc, on est à peu près à 110 000 commerces fermés aujourd'hui sur ces 16 départements. Pour eux, c'est catastrophique. Ouais, avec l'idée que ça a été questionné, la question de la logique du gouvernement, des incohérences dans le choix de se dire, voilà, le coiffeur, il est ouvert, mais l'esthéticienne, elle est fermée. On peut vendre des vêtements sur un marché, bon, après on est en extérieur et pas dans une boutique. C'est vrai que l'idée de se dire qu'on peut acheter une voiture parce que les concessionnaires auto sont ouverts, mais pas des vêtements pour son enfant qui grandit. Pour vous, voilà, je pose la question. C'est pas. Pour nous, la première des cohérences, ça serait de permettre à tout le monde de pouvoir d'ouvrir avec des mesures sanitaires renforcées s'il le fallait. Pourquoi pas des prises de rendez-vous. Mais il y a une flambée d'épidémie, il faut faire quelque chose, non? Pardon? Pour enrayer la flambée de l'épidémie. Écoutez, c'est là où on ne partage pas tout à fait tous la même analyse, quoi. Voilà. Pourquoi il n'y a pas encore une fois une étude qui ferait office, voilà,
qui dirait, l'Institut Pasteur, ils disent rien là-dessus, en entreprise, pas en entreprise, dans les commerces, voilà, pourtant, l'Institut Pasteur dit qu'il faut éviter tous les lieux où il y a de l'interaction sociale. Voilà. Donc à partir du moment où vous ouvrez une surface de vente et que les gens rentrent et sortent, il y a de l'interaction sociale, donc il faut éviter cette interaction sociale quand des magasins sont ouverts. Donc vous le comprenez. Sur la forme, on peut le comprendre. Sur le fond, c'est un petit peu plus discutable, si vous voulez, parce qu'il reste quand même des commerces qui sont ouverts, il faut bien les s'alimenter, donc il y a bien l'interaction sociale quelque part. C'est les lieux plutôt confinés. Alors c'est vrai qu'il y avait l'histoire des galeries marchandes, où là, effectivement, on a vu parfois des afflux de clientèle très importants. C'était très compliqué de respecter, effectivement, les mesures barrières. Donc là, il y a eu des décisions qui sont tombées relativement claires là-dessus, sur les surfaces de vente, les galeries marchandes de plus de 20 000 m². Là, quand vous êtes commerçant indépendant dans une rue bien aérée, et à partir du moment où vous pouvez contingenter le nombre de clients qui rentrent dans votre surface de vente, nous pensons qu'on aurait pu voir les choses autrement, bien évidemment. Une forme d'injustice pour les commerces qui sont contraints de fermer, encore une fois, je pense aux boutiques de vêtements pour enfants, on va en faire la liste, et en même temps, on se dit, les articles de sport, on ne peut pas en acheter. En même temps, le gouvernement plaide pour que les Français aillent s'aérer à l'extérieur. On a le droit de jouer au foot, mais si on veut acheter un ballon, ce n'est pas possible. Et puis, si vous voulez, on pourrait allonger la litanie comme ça. Vous pouvez acheter des layettes, des vêtements pour bébés, mais pas pour enfants. Donc, si vous voulez, on pourra toujours trouver le contre-pied de la chose incohérente. C'est pour ça que, si vous voulez, la première chose qui aurait été cohérente, c'est de regarder comment on pouvait renforcer les mesures sanitaires pour ces surfaces, pour ces commerces indépendants. Et puis à ce moment-là, on ouvre ces mesures sanitaires renforcées. Alors bon, vous admettez que ce sont des lieux de contamination, mais il aurait fallu renforcer le protocole sanitaire. Bien sûr. Alors bon, maintenant, une fois que la décision est prise, il va falloir accompagner une fois de plus ces commerçants qui sont victimes de ces fermetures. Et donc là, réadapter le fonds de solidarité, bien évidemment. On parle du fonds, c'est important, mais juste sur cette idée. Il y a pour vous, l'exécutif s'acharne sur les commerces? Parce qu'on n'a plus la distinction entre les commerces essentiels et non essentiels, on n'est pas retombé dans ce débat-là. Et puis quand on voit la liste aujourd'hui des commerces qui sont autorisés à ouvrir, il faut dire ce qui est, il y a plus de souplesse et de pragmatisme que lors du deuxième confinement, puisque chocolatiers, fleuristes, libraires, disquaires, concessionnaires auto, cordonniers peuvent rester ouverts. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc on peut aussi pointer du doigt les améliorations. Il y a quelques petites améliorations, en tout cas c'est un petit peu plus souple, mais il n'empêche néanmoins que celui qui se retrouve juste à une zone périphérique où il est dans un cercle de 30 km autour d'une zone de chalandise, d'un côté du département on peut l'acheter, puis de l'autre côté il reste fermé. Donc ça, comment vous lui expliquer, c'est très compliqué à comprendre. Et puis, comme je vous disais, à partir du moment où on ouvre certaines catégories de commerce, pourquoi l'autre, qui peut, entre guillemets, respecter les mêmes règles sanitaires, ne peut pas ouvrir. Donc c'est là, effectivement, où c'est très compliqué à expliquer, très compliqué à comprendre. Et vous ne comprenez pas? Non, je me mets à la place des commerçants qui sont victimes de ces fermetures et qui avaient franchement fait énormément d'efforts pour respecter les mesures sanitaires. Bon, vous parliez, François Asselin, des aides, des nouvelles aides pour les commerces fermés. 1,2 milliard d'euros, nous dit Bercy, ministre de l'économie. C'est suffisant pas pour compenser, encore une fois, le manque à gagner? Il va falloir remuscler un peu tout ça. Est-ce que alors d'abord, parce que le gouvernement n'a pas lésiné, il faut dire ce qu'il y a jusqu'à présent. Le gouvernement n'a pas lésiné. Le gouvernement n'a pas lésiné. Là-dessus, on a tout le temps reconnu que le gouvernement avait bien fait les choses, parfois avec anticipation, parfois avec moins d'anticipation. C'est pour ça que, imaginez-vous, jeudi soir, ceux qui aujourd'hui sont concernés par ces mesures de fermeture apprennent jeudi soir, sans aucune explication en termes de mesures d'accompagnement, qui vont baisser le rideau le week-end qui suit. Mettez-vous à la place d'un magasin de vêtements, un commerçant qui a un magasin de vêtements, qui a des stocks. Qui a des stocks, il vient de faire son réassort, il vient de restocker, d'acheter de la marchandise pour la collection printemps-été, et là, boum, il a à peine vendu celle d'hiver, ce qui était très compliqué à écouler, et là, d'un seul coup, il se retrouve dans la même situation avant les fêtes de Noël. Donc, pour eux, c'est catastrophique. Alors, pour celui-là, on n'a toujours pas réglé le problème de financement des invendus, donc des stocks invendus. Et pourtant, ça avait été annoncé à l'époque par les DPE comme quoi ils allaient s'en occuper. Donc ça fait 2 mois qu'on est sur le sujet, on n'a toujours pas abouti. Il y a toujours le problème des loyers. Alors, avec les grands bailleurs sociaux, on a quand même avancé d'un pas concernant les loyers. Et puis, mettez-vous à la place des tout petits bailleurs, pour qui c'est parfois leur retraite, c'est très compliqué de laisser tomber les loyers. Donc là aussi, on n'a pas de dispositif clair concernant la prise en charge des loyers. Il y a le fonds de solidarité qui va être réadapté. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Bruno Le Maire a annoncé qu'on va pouvoir activer le fonds de solidarité à partir d'une baisse de chiffre d'affaires de moins 20%. Avant, cette baisse de moins 20% était conditionnée à une baisse de 80%. C'était très compliqué un an auparavant. Aujourd'hui, cette règle des 80% un an auparavant, on peut l'activer plus simplement. Et donc, on pourra l'activer plus simplement. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est que les mesures de saisie soient simples et que l'indemnisation soit rapide. Parce qu'on a une indemnisation aujourd'hui qui est entre 60 et 90 jours. Ok. Et ce sera suffisant ou il faudra en faire plus?
Vous savez, il y a un moment où... Attends, ça dépend aussi de la durée de ce confinement. Ça dépend de la durée du confinement. Et puis, voyez-vous, il y a beaucoup d'éléments qui sont, entre guillemets, du report de dette. Hein. Et donc, il y a un moment, il faut se dire que voilà, la facture va être colossale. Hein. Et un entrepreneur ne va pas contracter de la dette pour contracter de la dette. Il sait très bien qu'au bout d'un moment, il n'aura pas, même si l'activité repart à plein, il n'aura pas les moyens de rembourser cette dette. Donc, il fera comment alors? C'est la faillite quand c'est comme ça. Hein. Donc nous, ce que nous disons, hein, c'est qu'il faut prévoir, élargir encore la boîte à outils des mesures pour soutenir la reprise. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui était viable avant la période Covid, il faut qu'elle puisse rebondir, quand bien même elle est très endettée. D'où toujours notre prêt de consolidation sur lequel on avance petit à petit, mais on avance. Prêt de consolidation. Oui, l'idée, c'est de pouvoir reprendre l'ensemble des dettes de l'entreprise et de pouvoir les étaler sur du long terme. Même des vieilles dettes qui n'ont rien à voir avec la crise? Écoutez, quand vous aviez par exemple fait de l'investissement avec des remboursements d'emprunts, hein, à un moment où tout allait bien, et puis là, poum, votre activité s'arrête, eh bien ces remboursements d'emprunts, ils ne sont pas gommés. Donc on consolide toutes les dettes de l'entreprise. On consolide toutes les dettes et en les étalant sur 8 à 10 ans s'il le faut. Ça, c'est un outil dont on a besoin. Alors ça ne pourra pas concerner toutes les entreprises. Qu'est-ce qu'il dit Bruno Le Maire quand vous le proposez ça? Il trouve l'idée, en tout cas, tout à fait intéressante. Il nous a demandé de travailler activement avec nos équipes de la CPME sur ce sujet. Nous sommes en train d'y travailler parce que contractuellement, c'est compliqué parce qu'il s'agit de couvrir des dettes qui sont hétérogènes entre la dette fiscale et sociale, les dettes de banque et puis, par exemple, des loyers non payés. C'est très hétérogène. Donc, il faut qu'on trouve l'outil, en tout cas, financier pour pouvoir couvrir tout cela. On avance. J'espère qu'on va avancer rapidement. J'espère que d'ici 15 jours, on aura une réponse. Et si j'ai une belle réponse, je viendrai même vous l'annoncer ici sur ce plateau. Hein. Et puis d'un autre côté, voyez-vous, il y a les entreprises de toute façon qui vont malheureusement défaillir. Hein. Il n'y aura pas d'autre solution. On est dans une situation complètement paradoxale où la sinistralité est très basse, hein, 34 000 défaillances en 2020, et alors que en année bonne, c'est un peu plus de 50 000. Ouais. Voilà, hein. Donc, de toute façon, ça va flamber. C'est quasiment sûr, si vous voulez. La sinistralité va flamber. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, où il y a des entreprises qui vont déposer le bilan, il faut s'occuper de la personne physique. Il faut s'occuper du chef d'entreprise et traiter la dette personnelle du chef d'entreprise. Nous avons fait 11 propositions précises pour justement s'occuper des travailleurs non salariés, les fameux TNS, pour éviter de rajouter une catastrophe économique à une catastrophe personnelle. Évidemment. Voilà. Donc le prêt consolidé, on en reparle peut-être dans les prochains jours. J'espère, oui. J'espère avoir une bonne nouvelle. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. François Asselin, président de la CPME, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.